celle-ci doit devenir celle-là. Alors la partie du bas, c'est hachement facile. On va en discuter, c'est hachement facile. Il suffit de monter les prix. Aucun problème. C'est le but du jeu de la taxe carbone qui va être discuté dans 15 jours ou 3 semaines sous l'égide de Michel Rocard. Et par contre, ça, alors là, accrochez-vous. Hein. Accrochez-vous, parce que si vous voulez faire ça sur les renouvelables, voilà la situation de départ sur les renouvelables. Alors les renouvelables, retenez une règle simple, il y en a d'autant moins sur la planète que le journal français en parle plus. Assez bonne approximation. Hein. Si vous voulez énoncer ça de manière plus rigoureuse, c'est leur importance dans le bilan énergétique mondial est inversement proportionnelle à leur pagination dans le journal français. Si vous demandez aux Français, ce que j'ai vu dans un sondage dans Les Échos, excellent journal au demeurant il n'y a pas très longtemps, c'est quoi les énergies renouvelables pour vous? 2 tiers des Français vous disent c'est les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Bah non, les énergies renouvelables dans le monde, c'est le bois et c'est l'hydroélectricité. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que les pays dans lesquels vous avez beaucoup d'énergie renouvelable, aujourd'hui, ce n'est pas des pays dans lesquels les dirigeants politiques sont plus éclairés que les autres, c'est des pays dans lesquels la superficie forestière et la superficie montagneuse, par tête de pipe, sont plus élevées qu'ailleurs. Donc vous allez trouver beaucoup d'énergie renouvelable dans les pays nordiques, plein de forêts, plein de montagnes, encore un peu en Suisse et en France, pas mal de montagnes, pas mal de forêts, puis vous allez au Danemark, c'est tout plat, il n'y a pas de forêt, ils ont beau mettre des éoliennes partout, ça fait quelques pourcents d'énergie renouvelable dans le mix énergétique du Danemark. Ça fait 13% dans l'électricité, parce qu'ils en exportent une partie, si en circuit fermé ça ne tiendrait pas, et dans le reste ils n'ont rien. Donc ça fait quelques pourcents. Hein. J'ai rien contre les Danois, qui sont par ailleurs des gens charmants, je suis juste en train de rappeler que les ordres de grandeur sont là, et que les ordres de grandeur, c'est que les 2 énergies qui comptent aujourd'hui, c'est le bois et l'hydroélectricité. Alors, je dis que je veux faire 4% par an, en 50 ans, tout à l'heure j'avais pris 41, c'est pas grave, les ordres de grandeur restent valables, ça va me faire 4% par an. Alors question, est-ce que je peux mettre en culture énergétique l'équivalent de la totalité de la superficie forestière mondiale? Je ne sais pas si vous avez envie de postuler comme chef de projet pour faire ça. Moi, pas sûr. Est-ce que dans le même temps, vous pouvez multiplier par 7 le nombre de retenues sur Terre? Bah, quand vous allez demander aux spécialistes de l'hydroélectricité, ils vous disent par 3 je veux bien, par 7 j'ai du mal, et le barrage des 3 gorges, est-ce que c'est vachement écolo? On va avoir un grand débat. Hein. Est-ce qu'on va réussir à faire passer les biocarburants de 30 millions de tonnes équivalent pétrole à 7000, ce qui correspond à une situation dans laquelle vous doublez ou triplez le parc de voitures dans le monde avec tout le monde qui roule au biocarburant? N'y comptez pas une seconde. Il n'y aura pas de biocarburant pour tout le monde. Il n'y en aura même pour personne. Des biocarburants, il y en aura pour faire les cultures et pour faire avancer les avions de chasse. Ça, je veux bien. Le reste, alors là, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est même pas la peine d'y compter. Vous transformeriez aujourd'hui, alors quand je dis il n'y aura rien, c'est il n'y aura rien à 9 milliards de bonshommes voulant tous rouler dans une voiture d'une tonne de poids, et dans les 30 ans qui viennent. Je précise un peu mon affirmation. Hein. Mais si on ne divise pas par 10 préalablement le parc de voitures dans le monde, en divisant également le poids de chaque voiture par 3, c'est même pas la peine d'en parler des biocarburants. Hein. Aujourd'hui, vous convertiriez la totalité de la production céréalière mondiale en biocarburants, que ça vous ferait le quart du pétrole que l'humanité consomme. Forget it. Est-ce que l'éolien, qui fait aujourd'hui 20 millions de tonnes équivalent pétrole dans un monde qui en consomme 12 000, va nous tirer d'affaire dans les 20 ou 30 ans qui viennent? Non. Vous pouvez mettre tous les milliards que vous voulez dans l'éolien demain matin, et M. Borloo peut faire des grands sauts en disant que c'est un truc génial, ça ne changera strictement rien à l'évolution du monde et de nos misérables existences dans les 30 ans qui viennent. Rien. Ça changera un peu la vie des fabricants d'éoliennes, ça changera un peu la vie, tant qu'il y en a, des gens qui installent des éoliennes dans leurs champs et qui permettent à leur mère de toucher de la taxe professionnelle. Je dis tant qu'il y en a parce qu'il est question de la supprimer, la taxe. Maintenant, quand vous demandez aux élus locaux si pour 2 fois le montant de la taxe, ils prendraient un abattoir à cochons plutôt que l'éolienne, ils vous disent tous oui, hein. Fais le test. Mais c'est normal, ça ne me gêne pas. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, tout l'argent qu'on met dans l'éolien, on ferait bien mieux de le mettre. Il y a des tas d'autres trucs où on ferait mieux de le mettre, à commencer par financer gratos de la capture et séquestration chez les Chinois. Ça serait vachement mieux à la fois pour les emplois français et pour votre avenir climatique et le mien. Hein. Et c'est pareil, est-ce que le photovoltaïque, qui aujourd'hui est essentiellement une machine à capter des subventions avec 15% de taux de rendement sur capitaux investis, donc on aurait vraiment tort de se priver, est un truc qui va sauver la planète? Non. Mettons quelques milliards dans la recherche, alors ça je suis tout à fait pour franchir des sauts qui sont encore à franchir, parce que tous les gens qui travaillent là-dedans le disent, ça ne sert à rien aujourd'hui de financer du kilowattheure à 50 centimes le tarif de rachat. On est en train de perdre notre temps. Et comme le journal fait un papier là-dessus, de même qu'il fait un papier là-dessus ou un papier sur une centrale à charbon, ça accrédite l'idée extrêmement délétère dans la population dans son ensemble qu'on est en train de répondre aux problèmes dans les bons ordres de grandeur.
Or, comme on est dans une course contre la montre, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très grave. Hein. On aurait 50 ans devant nous, on s'en foutrait. On verrait que ça ne marche pas, on fera autre chose. Sauf que là, on ne les a pas. Est-ce qu'on peut recourir au nucléaire? Je imagine que c'est un vrai sujet de débat chez vous, alors je vais vous donner mes conclusions à moi. Ma conclusion à moi, c'est que la presse dit des bêtises dans beaucoup de domaines, y compris les conséquences sanitaires de ce truc-là. Que les déchets, ça m'empêche vraiment pas de dormir. Si c'est le seul truc que je lègue à mes enfants, je suis un père heureux. La question des réserves est déjà un point plus intéressant. L'uranium 235, il n'y en a pas tant que ça. Donc il faut passer à autre chose assez rapidement si on veut faire du nucléaire de manière significative. Cela étant, si vous voulez faire plus 4% par an sur le nucléaire, là vous tombez sur des limites qui ne sont pas des limites de dangerosité ou de risque, qui sont des limites de disponibilité des capitaux, des compétences, des emplacements, des ceci, des cela. Donc je ne crois pas non plus que le nucléaire va nous tirer d'affaire de cette histoire. Ce que je crois, c'est que là où on en a et où il marche à peu près, ça serait dommage de s'en passer. Je pense qu'il y a un certain nombre d'endroits où on peut en rajouter plus sans que ça m'empêche de dormir, mais l'idée que c'est juste ça qui va nous tirer d'affaire est une idée à laquelle je ne souscris pas. Alors maintenant, je vous propose une autre équation de Kaya. On va un peu changer les termes. Vous voyez, ça, on divise toujours par 2. La population, on va considérer qu'on tue personne pour le moment, donc elle augmente toujours autant. Fin du PIB, qui croît. Donc le PIB est à croissance nulle. Sauf qu'aujourd'hui, le PIB mondial par personne est aux alentours de 8 000 $ par habitant et par an, et le vôtre est aux alentours de 30 000 $ par habitant et par an. Donc si j'égalise les conditions de vie sur Terre, je divise vos revenus par 5. On est d'accord? Vous irez vous expliquer avec les autres. C'est ça que je fais. À ce moment, si je suis en prolongation tendancielle sur l'efficacité énergétique, je peux me contenter de juste 25% sur le gain en CO2 par unité d'énergie. Et ça, je veux bien. D'accord? Ça, physiquement, pour moi, c'est un truc qui peut, à la rigueur, tenir la route. Mais vous voyez que ça veut dire que ce terme-là, dans les pays industrialisés actuels, il va faire quelque chose qui est à 180 degrés de ce que les lecteurs réclament aujourd'hui. Alors, comme je pense que de toute façon, c'est ça qui va se passer, pour partie, je fais partie des gens qui considèrent qu'il est urgent d'abandonner cet indicateur qui, comme je vous l'ai dit au début de mon exposé, ne représente plus rien. Et quand vous vous dotez d'un indicateur de progrès, ce n'est pas pour le voir descendre. Il y a un truc qui humainement ne se gère pas, c'est d'avoir un indicateur de progrès qui descend. Si l'indicateur de progrès pour vous, c'est le nombre de papiers publiés, que vous en aviez 50 l'année dernière, et puis que l'année prochaine, vous en aurez plus que 45 parce qu'on vous en a retiré 5, vous n'avez pas considéré que c'est significatif, enfin que c'est représentatif d'une évolution qui vous plaît. Donc, si vous vous dotez d'un indicateur du progrès, vous avez envie qu'il croisse. Comme celui-là, je pense qu'il va arrêter de croître pour des raisons physiques, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Et ce n'est pas une affaire d'idéologie, c'est une affaire de maintien de la stabilité sociale. C'est tout à fait différent. Parce que si on n'arrive pas à régler le problème de nous-mêmes, il y a des tas de solutions qui peuvent s'appliquer. Vous voyez, si on n'arrive pas, si on a vraiment la contrainte là et qu'on n'arrive pas à l'avoir là ou là, eh bien, vous avez des tas de trucs qui se chargeront très bien de réguler l'affaire sur le PIB par personne ou sur la taille de la population. Voilà, vous savez, on a énormément de solutions à notre disposition pour ce genre de choses. Donc, la solution existera. C'est juste que, ou elle nous plaira, ou elle ne nous plaira pas, ou plus exactement, ou ça sera un peu d'effort, ou ça en sera de manière considérable. Et avant d'ouvrir les questions, quelques éléments juste sur le rôle des médias dans cette démocratie dans laquelle nous vivons, parce que l'essentiel des émetteurs et des consommateurs d'énergie aujourd'hui vivent dans des démocraties. Là, tout ce que je suis en train de vous cercler, c'est des démocraties dans le monde. Ça, c'est essentiellement des démocraties. Bon, vous avez la Birmanie, enfin Myanmar, qui n'en est pas tellement une. Ici, vous en avez une qui n'est pas... Mais l'essentiel des émissions mondiales se passe en démocratie. Et en démocratie, vous avez quelques règles du jeu qu'il est important de garder à l'esprit. La première, c'est que les gens votent, quel que soit leur niveau de connaissance préalable. C'est normal, ça fait partie des règles du jeu. Or, quand vous regardez comment les gens s'informent, vous vous rendez compte que le genre d'exercice auquel on est en train de se livrer en ce moment concerne une fraction minoritaire de l'électorat. Ce que je suis en train de faire, là, si je le fais une fois par semaine, ce qui est à peu près mon rythme, si je le fais pendant 40 ans, mais vous avez compris que ce n'est pas sûr que je vive aussi vieux, et que si on est à peu près 100 par conférence, ce qui est ma moyenne, là vous êtes un peu plus nombreux, mais il y a également des fois où les gens le sont un peu moins, eh bien, à la fin de mon existence, j'aurai touché 200 000 personnes. Pour la France, il y a à peu près 30 millions d'électeurs. 200 000 personnes. 0,5%, même pas 0,3% de la population. Ridicule. Après, je peux faire un bouquin. On vous a dit que je m'étais essayé à l'exercice un certain nombre de fois. Et là aussi, je peux vous dire, alors c'est peut-être quelques dizaines de milliers de lecteurs que je vais avoir. Les derniers ont été vendus à 10-15 000 exemplaires. Et s'ils ont chacun 2 ou 3 lecteurs, mais il y en a aussi des gens, je suis sûr qu'il y a des gens qui l'achètent et qui s'en servent pour caler d'autres livres. À ce moment, mais c'est très bien, ça fait du stock de carbone sur l'étagère.
à ce moment, ça vous fait, vous voyez, vous êtes 1 à 2 ordres de grandeur en dessous du public qu'on peut toucher en faisant ce genre d'exercice. Et en plus, évidemment, vous avez un recouvrement très fort entre les deux. Après, on peut faire un site internet, j'en ai fait un aussi, on peut avoir quelques milliers de visiteurs par jour, vous pouvez faire le calcul sur l'année, sauf que ça recouvre les deux publics précédents et qu'en plus là-dedans, c'est toujours les mêmes qui reviennent une fois, 2 fois, 3 fois, 25 fois dans l'année. Hein. Donc là, on n'arrive pas à décoller de la centaine de milliers de personnes concernées. Si vous voulez décoller de la centaine de milliers de personnes concernées, il faut aller taper là-dedans. Donc en gros, vous êtes obligé de faire confiance à un relais qui s'appelle les journalistes et qui vont permettre à cette information qui est là, et que vous détenez, vous, par exemple, sur la question du fonctionnement de la machine climatique, à cette population qui vote et qui se trouve là. Et encore, toute la population qui vote ne se trouve pas là, puisqu'il y a une partie des gens dans ce pays qui ne lisent jamais le moindre journal. Et quand ils vont sur Internet, c'est pour regarder YouTube. Donc, vous avez une partie des gens qui votent, et tout ce qu'ils ont comme information, c'est ce que leur a raconté le voisin de la voisine du copain de machine qui, lui, a lu quelque chose. C'est tout. Et si vous avez joué au téléphone arabe dans votre jeunesse, vous vous rappelez ce que ça donne comme résultat. Alors le journal, c'est quoi? Le journal, c'est la quadrature du cercle, puisque vous avez ici, en gros, le dilemme dans lequel ils sont en permanence, même quand ils sont de bonne volonté et même quand vous avez affaire à des gens compétents. Hein. Voilà, ils sont tout le temps là-dedans. Alors, pas de chance. L'environnement, c'est que des trucs très compliqués. On a parlé là de physique et de mathématiques, et encore à mon niveau, pas au vôtre. Donc, il y a des tas de trucs qui sont extrêmement compliqués, et eux, ils ne savent pas traiter le compliqué. Et les problèmes dont je viens de parler, heureusement vous ne pouviez pas sortir sans être impoli, parce que sinon vous l'auriez fait. Donc, c'est monstrueux, mais quand vous êtes seul derrière votre écran de télévision, vous zappez. D'accord ? Sauf que les médias ne doivent pas faire fuir ceux qui leur amènent leur pognon. D'accord ? Parce que l'audience d'un média, c'est son pognon. C'est même son pognon quand il s'agit d'une chaîne publique, parce que son audience conditionne l'idée que le législateur se fait du nombre de bonhommes qui doivent travailler dedans, donc le budget. Donc vous êtes tenu par ce genre de choses. Alors pour vous montrer à quel point c'est de la quadrature du cercle, j'ai pris l'exemple du climat, mais l'énergie ça serait pareil. Allez, je prends le nombre de pages que j'ai vu citer dans le dernier rapport du GIEC. Donc je dis j'ai une matière première qui fait au moins 200 000, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas trop de recoupement. Donc il y avait au moins 200 000 pages de matière primaire, c'est-à-dire de littérature scientifique. Et à mon avis, Hervé Le Treut m'a dit qu'il pensait que c'était 3 ou 4 fois ça. Vous allez en faire un tome du rapport du GIEC, c'est-à-dire 800 pages. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas un journaliste dans ce pays qui l'a lu in extenso, il n'y a pas un élu dans ce pays qui l'a lu in extenso, il n'y a pas un responsable économique dans ce pays qui l'a lu in extenso. Pas un. Pas un. Si vous me le trouvez, je vous paye 3 bouteilles de champagne, même 30. Oui, sauf que là, déjà, on est passé de 200 000 pages à 800, c'est-à-dire que c'est comme si on comprimait 100 heures de cours en 24 minutes. Et le résumé pour décideur revient à comprimer ça en 36 secondes. Donc c'est imparfait. Par construction, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc tous les gens qui disent le résumé pour décideur ne reflète pas telle nuance, etc. Bah, évidemment, vous voulez faire autrement. Si vous voulez vous taper les nuances, eh ben, vous vous engouffrez ça et vous y passez votre vie. Et quand vous allez passer à un article dans le journal, vous allez passer à une demi-page, une page dans les bons cas de figure, c'est-à-dire que vous aurez à résumer tout ça en 2 secondes. En gros, c'est passer de 100 heures de cours à 2 secondes. Imaginez que vous soyez journaliste dans cette salle, quoi que vous ayez pensé de ce que je vous ai raconté, la commande de votre rédac-chef, c'est d'en faire un quart de page dans le journal, vous allez mettre quoi? Vous allez mettre quoi? Hein, je pourrais faire l'exercice de vous demander de rédiger un quart de page, je ramasse les copies à la fin et je regarde ce que vous... C'est évident que vous êtes dans une situation impossible. C'est impossible, totalement impossible. Hein. Alors là, je suis un peu caricatural. De temps en temps, vous avez des émissions de plateau. On n'est plus sur une demi-page dans le journal. On est sur un quart d'heure. Mais enfin, encore une fois, 100 heures de cours en un quart d'heure, ça reste un truc qui... pas facile. Bon. Après, vous avez également un problème de sélection de l'information. Alors là aussi, je vais me livrer à un petit quiz. Qui a déjà lu dans le journal un article disant du mal des juges? Juste 3? Un article disant déjà du mal qui a déjà lu un article disant du mal des juges dans le journal? Non, je ne dis pas de tous. Qui a lu dans le journal un article disant du mal du fonctionnement du monde politique? Qui a lu dans le journal un article disant du mal sur la conscience professionnelle des chercheurs? Qui a déjà lu dans le journal un article vous expliquant les vices de fonctionnement structurel de la presse? Cinq, et je suis sûr que c'était ni dans Libération, ni dans Le Monde, ni aux 20h de TF1. Bon, donc, en gros, pour l'essentiel des gens qui s'informent, vous ne savez pas comment l'information arrive à vous. Vous ne le savez pas. Hein.
Vous ne savez absolument pas pourquoi le rédac-chef a décidé de couvrir ceci plutôt que cela. Alors moi je le sais, c'est parce que les communiqués de presse qui sont arrivés ce matin parlaient d'un nombre restreint de sujets et qu'il a pioché dedans et pas dans le reste. Quand vous rentrez, pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu affaire dans une rédaction de radio, le premier truc que vous trouvez à gauche en entrant sur le bureau, c'est une pile épaisse comme ça des quotidiens du jour, etc., etc. Donc en gros, c'est un truc qui tourne en circuit fermé et la sélection des informations n'est en rien liée à l'importance réelle des phénomènes dans le monde. Vous ne savez pas pourquoi on est allé interroger machin plutôt que truc. Alors ça aussi, moi je le sais, parce que machin était disponible et pas truc. Ou parce que machin était déjà dans le carnet d'adresse du journaliste et pas truc. Ou parce que, etc. Ça ne veut pas dire que machin soit mauvais. Ça veut juste dire que le processus de sélection n'est pas nécessairement lié à la compétence. Alors avec le temps, quand le journaliste connaît bien son sujet, etc., ça devient beaucoup moins vrai. Et encore, vous avez des journalistes qui ont leur tête et ils gardent leur tête. Vous ne savez pas non plus si la personne qui a causé pendant 3 quarts d'heure, ce qui va être restitué de ses propos, c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'elle a dit ou si c'est totalement différent. Vous ne le savez pas. La majeure partie du temps, le journaliste fait honnêtement son travail, donc il veut vraiment restituer, mais de temps en temps, c'est un sujet neuf, donc il restitue de travers. Et de temps en temps, il a le mec dans le nez pour Dieu sait quelle raison, où il cherche à lui faire dire des trucs que l'autre n'a pas envie de dire, et à ce moment, il vous fait dire des trucs que vous ne pensez pas. Vous ne savez pas si vous avez, c'est évident que les journalistes en ont, tous, on en a tous, hein. Quand on cause 20 minutes devant une caméra et qu'il en passe 15 secondes au JT, vous ne savez pas pourquoi on a sélectionné ceci plutôt que cela. Je sais pas. Et quand vous êtes interviewé dans le journal, vous ne savez pas si la personne interviewée a pu relire ses propos et valider ce qu'on lui fait dire ou pas, sachant qu'en plus le premier jet n'est jamais fait par la personne interviewée, c'est fait par la personne dont le nom suit propos recueillis par. Hein. Et cette personne envoie un draft et vous avez très exactement 1h30 pour le relire et le corriger quand c'est un quotidien. Donc c'est évident que vous ne rédigez pas tout, même si c'est un style qui ne vous ressemble pas. Et c'est évident que vous repêchez que les plus grosses conneries. Et en plus, comme on vous explique qu'il ne faut pas reprendre un caractère de plus, parce que sinon c'est de nouveau le même processus à l'arrivée. Donc voilà, donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'information qui parvient au grand public parvient au terme d'un processus qui, on va dire dans bon nombre des cas, fonctionne à peu près correctement, sauf que le grand public ne sait pas faire la distinction entre ce qui a bien fonctionné et ce qui a mal fonctionné. En gros, lui, il ne sait pas quand est-ce que le processus a bien marché et quand est-ce qu'il a mal marché. Et enfin, je vous disais tout à l'heure, le fait de ne pas faire fuir le public est un truc important, parce que le public conditionne les recettes publicitaires pour ceux qui en ont, et les ventes au numéro pour ceux qui en ont. Donc le dernier truc dont vous avez envie dans un canard, c'est de faire fuir vos lecteurs. Et ça vous explique un certain nombre d'autres choses, dont par exemple le fait qu'Allègre continue à avoir des micros qui sont tendus vers lui, parce que la polémique est un truc qui fait vendre. Discutez avec n'importe quel rédac-chef, il vous le dira. Donc ce qui fait l'audience médiatique d'Allègre n'est pas la question du fond, c'est la question de la forme. S'il n'y avait pas Allègre, il y aurait quelqu'un d'autre pour occuper sa place. Pas à cause d'Allègre, à cause de la manière dont le système fonctionne. Voilà, j'ai, comme d'habitude, menti dans les grandes largeurs, j'ai largement dépassé mon temps, mais vous aurez compris que le débat qui est posé à travers la contrainte carbone est de savoir si, avec l'évolution qu'on a suivie maintenant, on va faire ça, ce que les femmes dans la salle diront que les hommes font tous les jours à partir de 19h, ou si on va faire ça, c'est-à-dire rester là où on est arrivé, parce que le génie humain arrivera à préserver un niveau de confort matériel qui ressemble beaucoup à celui que nous avons aujourd'hui. Et vous comprenez donc que quand on parle de la contrainte carbone, on n'est pas en train de parler d'un truc anecdotique, en tout cas c'était mon ambition, c'était juste de vous faire comprendre qu'on n'est pas en train de parler d'un truc anecdotique, qu'on peut déléguer à quelqu'un dans un coin en lui disant de s'en occuper pendant que les autres ne s'en occupent pas, c'est pas vrai, c'est un truc qui nous concernera tous et qui va même piloter de manière extrêmement structurante les quelques dizaines d'années qui vont commencer à partir de maintenant, comme ça a piloté de manière extrêmement structurante ce qui s'est passé sur le dernier siècle et demi. Voilà.